Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne géopolitique. On va commenter les événements en cours dans le nord de l'Irak, où on a appris donc une opération militaire turque du nom de Claw Eagle 2 a été donc déclenchée par l'armée turque suite à l'exécution de 13 citoyens turcs qui étaient pris en otage depuis déjà 2015, depuis l'an 2015, et qui ont donc été exécutés mercredi. Et suite à cette exécution, l'armée turque a décidé de mener une opération des plus intenses qu'elle ait menées ces dernières années en Irak et dans le nord de l'Irak, dans la région du Kurdistan irakien, où se trouve en fait le bastion du PKK. En effet, il faut savoir qu'évidemment le PKK n'est plus évidemment en Turquie où elle a été pourchassée, et donc elle s'est repliée en fait en Irak, et notamment elle s'est repliée dans les montagnes, dans les monts Kandil, où elle en avait désormais son bastion, du fait évidemment que le contexte géographique évidemment en fait presque une forteresse, et donc une forteresse quasiment imprenable, et donc évidemment ceci rend très difficile évidemment de pouvoir les déloger. Et donc, évidemment, les Turcs mènent depuis de nombreuses années des bombardements sur les monts Kandil, mais évidemment, le contexte géographique fait qu'évidemment, ceci rend très difficile une opération terrestre, et qu'une opération aérienne, évidemment, est approximative, puisque, évidemment, les forces du PKK ont des caches là, dans cette région, et donc ceci rend toute opération très difficile. Alors, ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que cette opération Claw Eagle 2 s'est soldé par la mort de 53 combattants du PKK. Ceci est donc de sources militaires turques. Pas de confirmation du côté du PKK de ce bilan, mais on a également appris que trois hauts commandants du PKK ont été enlevés par l'armée turque, et donc ont réussi à être emmenés en territoire turc. Et c'est donc ce qui montre, contrairement aux fois précédentes, que l'opération turque n'est pas seulement aérienne, mais également qu'elle a des troupes au sol, ou en tout cas des indicateurs au sol, qui permettent donc de mener donc à la fois une opération militaire aérienne et terrestre. Alors, ce qu'on peut également dire, c'est que ceci intervient dans un contexte où on sait qu'il y a de fortes tensions entre les États-Unis et la Turquie sur la question du Kurdistan syrien, parce que du côté dans le nord de la Syrie, en fait, on sait qu'il y a eu une entité qui s'est autoproclamée indépendante du nom du Rojava, et qui est gouvernée par le PYD, qui n'est autre en fait pour la Turquie que la filiale syrienne du PKK. Il faut savoir qu'en fait le PKK a différentes appellations selon les pays. PKK, donc c'est le nom turc, mais donc en Syrie c'est le PYD, avec sa branche militaire qui est le YPG, que les Américains ont rebaptisé j'allais dire de façon plus diplomatique, l'armée syrienne libre, démocratique. Et ensuite, on a la version iranienne et irakienne. Mais donc, la question qui se pose, et qui est également, est-ce que déjà, qu'est-ce que cette opération en Irak va déclencher va avoir comme impact avec les États-Unis? Est-ce que le président Biden, l'administration Biden, va être sur la même ligne que l'administration Trump, qui a soutenu, il faut le dire, alors peut-être pas le président personnellement, mais en tout cas son administration, a commencé par son premier ministre des Affaires étrangères, je vous rappelle qu'il était Rex Tillerson, qui parlait même d'une frontière entre la Turquie et l'entité du Rojava, ce qui avait déclenché l'ire de la Turquie. Et en fait, sa déclaration de Rex Tillerson avait conduit à la guerre contre, pour justement prendre la ville d'Afrin, justement pour déloger en fait les combattants du PYD et du YPG. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que très clairement, du côté de l'administration Biden, c'est pas encore clair si elle va sur une continuité avec l'administration Trump. Très clairement, est-ce qu'elle va prendre ses distances avec les forces syriennes libres qui ont en fait combattu contre l'État islamique? Alors, c'est ce qui leur a valu le soutien américain, mais est-ce que justement l'administration Biden va faire un calcul un peu plus à long terme, à savoir que
l'aliénation de ses relations avec la Turquie est peut-être plus grave qu'un soutien au YPG. Donc évidemment, pour l'administration Biden, comme pour l'administration Trump, il va falloir faire un choix très clair entre soutenir ces soldats, les soldats kurdes syriens affiliés au YPG et donc au PKK, et où justement apporter son soutien à la Turquie. Donc là, on n'a pas de très, très claires indications. Il n'y a toujours pas eu d'appel téléphonique entre les deux chefs d'État, le président Erdogan et le président Trump et le président Biden. Donc on ne sait pas encore très très bien exactement sur quelle longueur est cette nouvelle administration sur cette question. Ensuite, une deuxième question, est-ce que cette opération Chloé Eagle va-t-elle continuer? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que quand même, peut-être ceci peut paraître, peut-être ça peut, on l'a perdu de vue, mais enfin, on parle de bombardement sur le territoire irakien. Et donc, très clairement, est-ce qu'il s'agit d'une violation de la souveraineté irakienne ou pas de l'armée turque? Alors, il faut savoir hein, que, comme j'ai dit, l'armée turque est habituée à bombarder le nord de l'Irak. Alors, pendant des années, hein, on rappelle que la région du Kurdistan, dans le nord de l'Irak, justement où se trouvent les monts Kandil, était dirigée par Massoud Barzani, qui était, il faut dire, un très fidèle allié du président Erdogan, qui a été reçu à Ankara comme un chef d'État, avec le drapeau kurde au palais présidentiel lors de sa visite. Et donc, évidemment, ces relations extrêmement bonnes permettaient en fait d'avoir un soutien en fait du gouvernement régional kurde pour bombarder évidemment les positions du PKK. Et donc, évidemment, c'était le fait que Massoud Barzani était un quasi-chef d'État, évidemment, n'avait pas besoin de demander à l'État irakien son consentement. Les choses ont changé hein, depuis, il n'est plus à la tête du gouvernement régional kurde, et donc désormais l'État irakien demande aussi à avoir son consentement. Or, pour l'instant également, le gouvernement irakien a donné son consentement, n'objecte pas à ces bombardements sur son territoire, car lui aussi hein, est assez embarrassé par les activités du PKK, et donc elle, pour l'instant, laisse faire la Turquie. On ne sait pas encore si elle va continuer à maintenir son consentement de bombarder son territoire, car il faut savoir qu'on voit très bien que la Turquie veut utiliser en fait la mort de ses 13 citoyens turcs pour en fait très clairement en quelque sorte se débarrasser de ces combattants et mener une opération la plus large, la plus forte possible pour vraiment se débarrasser une fois pour toutes de ces combattants du PKK qui quelquefois n'hésitent pas non plus à s'infiltrer en territoire turc pour mener des attentats kamikazes. Donc c'est un peu la crainte hein, désormais que cette opération militaire conduise certains à mener des opérations kamikazes en territoire turc. Donc c'est bien pour ça qu'elle veut redoubler d'intensité. Les autorités turques veulent redoubler d'intensité leur opération actuelle sur le territoire nord-irakien, sur les monts Kandil. Donc on va continuer de suivre hein, sur cette chaîne les derniers développements, les prochains développements sur cette opération, et on vous tiendra informé évidemment de toute évolution de la situation de l'opération turque Claw Eagle 2.